Les grandes espérances de Charles Dickens, partie 4 du livre audio, chapitre 12. Je n'étais pas fort rassurée sur le compte du jeune homme pâle. Plus je pensais au combat, plus je me rappelais les traits ensanglantés de ce jeune homme, plus je sentais qu'il devait m'être fait quelque chose pour l'avoir mis dans cet état. Le sang de ce jeune homme retomberait sur ma tête, et la loi le vengerait. Sans avoir une idée bien positive de la peine que j'encourais, il était évident pour moi que les jeunes gars du village ne devaient pas aller dans les environs ravager les maisons des gens bien posés et rosser les jeunes gens studieux de l'Angleterre sans attirer sur eux quelque punition sévère. Pendant plusieurs jours, je restai enfermée à la maison et je ne sortis de la cuisine qu'après m'être assurée que les policemen du comté n'étaient pas à mes trousses, tout prêts à s'élancer sur moi. Le nez du jeune homme pâle avait taché mon pantalon, et je profitais du silence de la nuit pour laver cette preuve de mon crime. Je m'étais écorché les doigts contre les dents du jeune homme, et je tortirais mon imagination de 1000 manières pour trouver un moyen d'expliquer cette circonstance accablante quand je serais appelé devant les juges. Quand vint le jour de retourner au lieu témoin de mes actes de violence, mes terreurs ne connurent plus de bornes. Les envoyés de la justice venus de Londres, tout exprès, ne seraient-ils pas en embuscade derrière la porte ? Miss Havisham ne voudrait-elle pas elle-même tirer vengeance d'un crime commis dans sa maison, et n'allait-elle pas se lever sur moi, armée d'un pistolet, et m'étendre mort à ses pieds ? N'aurait-on pas soudoyé une bande de mercenaires pour tomber sur moi, dans la brasserie, et me frapper jusqu'à la mort ? J'avais, je dois le dire, une assez haute opinion du jeune homme pâle pour le croire étranger à toutes ces machinations. Elle se présentait à mon esprit, ourdie par ses parents, indignés de l'état de son visage et excités par leur grand amour pour ses traits de famille. Quoi qu'il en soit, je devais aller chez Miss Havisham, et j'y allai. Chose étrange. Rien de notre lutte n'avait transpiré. On n'y fit pas la moindre allusion, et je n'aperçus pas le plus petit homme, jeune ou pâle. Je retrouvai la même porte ouverte, j'explorai le même jardin, je regardai par la même fenêtre, mais mon regard se trouva arrêté par des volets fermés intérieurement. Tout était calme et inanimé. Ce fut seulement dans le coin où avait eu lieu le combat que je pus découvrir quelques preuves de l'existence du jeune homme. Il y avait là des traces de sang figé, et je les couvris de terre pour les dérober aux yeux des hommes. Sur le vaste palier qui séparait la chambre de Miss Havisham de l'autre chambre où était dressée la longue table, je vis une chaise de jardin, une de ces chaises légères montées sur des roues et qu'on pousse par derrière. On l'avait apportée là depuis ma dernière visite. Et dès ce moment, je fus chargée de pousser régulièrement Miss Havisham dans cette chaise, autour de sa chambre et autour de l'autre, quand elle se trouvait fatiguée de me pousser par l'épaule. Nous faisions ces voyages d'une chambre à l'autre, sans interruption, quelquefois pendant 3 heures de suite. Ces voyages ont dû être extrêmement nombreux, car il fut décidé que je viendrais tous les 2 jours à midi pour remplir ces fonctions, et je me rappelle très bien que cela dura au moins 8 ou 10 mois. À mesure que nous nous familiarisions l'une avec l'autre, Miss Havisham me parlait davantage et me faisait quelquefois des questions sur ce que je savais et sur ce que je comptais faire. Je lui dis que j'allais être l'apprentie de Joe, que je ne savais rien et que j'avais besoin d'apprendre toutes choses, avec l'espoir qu'elle m'aiderait à atteindre ce but tant désiré. Mais elle n'en fit rien. Au contraire, elle semblait préférer me voir rester ignorant. Elle ne me donnait jamais d'argent, mais seulement mon dîner, et elle ne parla même jamais de me payer mes services. Estelle était toujours avec nous. C'était toujours elle qui me faisait entrer et sortir, mais elle ne m'invita plus jamais à l'embrasser. Quelquefois, elle me tolérait, d'autres fois, elle me montrait une certaine condescendance.
Tantôt elle était très familière avec moi, tantôt elle me disait énergiquement qu'elle me haïssait. Miss Havisham me demandait quelquefois tout bas et quand nous étions seuls. « Pip, n'est-elle pas de plus en plus jolie ?» Et quand je lui répondais « oui », ce qui était vrai, elle semblait s'en réjouir secrètement. Aussi, tandis que nous jouions aux cartes, Miss Havisham nous regardait avec un bonheur d'avare, quels que puissent être les caprices d'Estelle. Et quand ces caprices devenaient si nombreux et si contradictoires que je ne savais plus que dire ni que faire, Miss Havisham l'embrassait avec amour et lui murmurait dans l'oreille quelque chose qui sonnait comme ceci. « Désespérez-les tous, mon orgueil et mon espoir. Désespérez-les tous sans remords. » Il y avait une chanson dont Joe se plaisait à fredonner des fragments pendant son travail. Elle avait pour refrain « Le vieux Clem ». C'était, à vrai dire, une singulière manière de rendre hommage à un saint patron. Mais je crois bien que le vieux Clem lui-même ne se gênait pas beaucoup avec ses forgerons. C'était une chanson qui imitait le bruit du marteau sur l'enclume, ce qui excusait jusqu'à un certain point l'introduction du nom vénéré du vieux Clem. À la fin, on devait frapper son voisin d'un coup de poing en criant « Battez, battez, vieux Clem ! Soufflez, soufflez le feu, vieux Clem ! Grondez plus fort et lancez-vous plus haut !» Un jour, Miss Havisham me dit, peu après avoir pris place dans sa chaise roulante et en agitant ses doigts avec impatience, « La, 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 chante !» Je me mis à chanter tout en poussant la machine. Il arriva qu'elle y prit un certain goût et qu'elle répéta tout en roulant autour de la grande table et de l'autre chambre. Souvent même Estelle se joignait à nous, mais nos accords étaient si réservés qu'à nous trois, nous faisions moins de bruit dans la vieille maison que le plus léger souffle du vent. Qu'allais-je devenir avec un pareil entourage ? Comment empêcher son influence sur mon caractère ? Faut-il s'étonner si, de même que mes yeux, mes pensées étaient éblouies quand je sortais de ces chambres obscures pour me retrouver dehors à la clarté du jour ? Peut-être me serais-je décidé à parler à Joe du jeune homme pâle si je ne m'étais pas lancé d'abord dans ce dédale d'exagération monstrueuse que j'ai déjà avoué. Je sentais parfaitement que Joe ne manquerait pas de voir dans ce jeune homme pâle un voyageur digne de monter dans le carrosse en velours noir. En conséquence, je gardais sur lui le silence le plus profond. D'ailleurs, la frayeur qui m'avait saisi tout d'abord en voyant Miss Havisham et Estelle se concerter ne faisait qu'augmenter avec le temps. Je ne mis donc toute ma confiance qu'en Biddy, et c'est à elle seule que j'ouvris mon cœur. Pourquoi me parut-il naturel d'agir ainsi, et pourquoi Biddy prenait-elle un intérêt si grand à tout ce que je lui disais ? Je l'ignorais alors, bien que je pense le savoir aujourd'hui. Pendant ce temps, les conciliabules allaient leur train dans la cuisine du logis, et mon pauvre esprit était agité et aigri des ennuis et des désagréments qui en résultaient toujours. Cette Anne de Pumblechook avait coutume de venir le soir pour causer de moi et de mon avenir avec ma sœur, et je crois réellement, avec moins de repentir que je n'en devrais éprouver, que si alors j'avais pu ôter la clavette de l'essieu de sa voiture, je l'eusse fait avec plaisir. Ce misérable homme était si borné et d'une faiblesse d'esprit telle qu'il ne pouvait parler de moi et de ce que je deviendrais sans m'avoir devant lui. Comme si cela eût pu y faire quelque chose, et il m'arrachait ordinairement de mon escabeau en me tirant par le collet de ma veste et me faisait quitter le coin où j'étais si tranquille pour me placer devant le feu comme pour me faire rôtir. Il commençait ainsi en s'adressant à ma sœur. « Voici un garçon, ma nièce, un garçon que vous avez élevé à la main. Tiens-toi droit, mon garçon, relève la tête et ne sois pas ingrat pour eux, comme tu l'es toujours. Voyons, ma nièce, qu'y a-t-il à faire pour ce garçon ?» Et alors il me rebroussait les cheveux, ce dont, je l'ai déjà dit, je n'ai jamais témoigné la moindre reconnaissance à personne, et me tenait devant lui en me tirant par la manche. Spectacle bête et stupide qui ne pouvait être égalé en bêtise et en stupidité que par M. Pumblechook lui-même.
Ma sœur et lui se livraient alors aux supputations les plus absurdes sur Miss Havisham, et sur ce qu'elle ferait de moi et pour moi. Je finissais toujours par pleurer de dépit, et j'avais toutes les peines du monde à ne pas me jeter sur lui pour le battre. Pendant ces conversations, chaque fois que ma sœur m'interpellait, cela me causait une douleur aussi forte que si l'on m'eût arraché une dent. Et Pumblechook, qui se voyait déjà mon patron, promenait sur moi le regard dépréciateur d'un entrepreneur qui se voit engagé dans une affaire peu lucrative. Joe ne prenait aucune part à ces discussions. Mais Mrs. Joe lui adressait assez souvent la parole, car elle voyait clairement qu'elle n'était pas d'accord avec lui relativement à ce qu'on ferait de moi. J'étais en âge d'être l'apprenti de Joe, et toutes les fois que ce dernier, assis pensif auprès du feu, tenait le poker entre ses genoux et dégageait la cendre qui obstruait les barres inférieures du foyer, ma sœur devinait facilement dans cette innocente action une protestation contre ses idées. Elle ne manquait jamais alors de se jeter sur lui, de le secouer vigoureusement et de lui arracher le poker des mains. De sorte que ces débats avaient toujours une fin orageuse. Tout à coup, et sans le moindre prétexte, ma sœur se retournait sur moi, me secouait rudement et me jetait ces mots à la figure. « Allons, en voilà assez. Va te coucher. Tu nous as donné assez de peine pour une soirée, j'espère. » Comme si c'eût été moi qui les eusse priés en grâce de tourmenter ma pauvre existence. Cet état de choses dura longtemps, et il eût pu durer plus longtemps encore. Mais un jour que Miss Havisham se promenait, comme à l'ordinaire, en s'appuyant sur mon épaule, elle s'arrêta subitement et, se penchant sur moi, elle me dit avec un peu d'humeur. « Tu deviens grand garçon, Pip. » Je pensais que je devais lui faire entendre, par un regard méditatif, que c'était sans doute le résultat de circonstances sur lesquelles je n'avais aucun pouvoir. Elle n'en dit pas davantage pour cette fois, mais elle s'arrêta bientôt pour me considérer encore, et un moment après, elle recommença de nouveau en fronçant les sourcils et en faisant la mine. Le jour suivant, quand notre exercice quotidien fut fini, et que je l'eus reconduite à sa table de toilette, elle appela mon attention au moyen du mouvement impatient de ses doigts. « Redis-moi donc le nom de ton forgeron. »« Joe Gargery, madame. »« C'est chez lui que tu devais entrer en apprentissage. »« Oui, Miss Havisham. »« Tu aurais mieux fait d'y entrer tout de suite. Crois-tu que Gargery consente à venir ici avec toi et à apporter ton acte de naissance ?» Je répondis que Joe ne manquerait pas de se trouver très honoré de venir. « Alors, qu'il vienne. »« À quelle heure voulez-vous qu'il vienne, Miss Havisham ?»« Là, je ne connais plus rien aux heures. Mais qu'il vienne bientôt, et seul avec toi. » Lorsque le soir je rentrai à la maison et que je fis part à Joe du message dont j'étais chargée pour lui, ma sœur monta sur ses grands chevaux et s'exalta plus que je ne l'avais encore vue. Elle nous demanda si nous la prenions pour un paillasson, tout au plus bon pour essuyer mes souliers, et comment nous osions en user ainsi avec elle, et pour quelle société nous avions l'amabilité de la croire faite. Quand elle eut épuisé ce torrent de questions et d'injures, elle éclata en sanglots et jeta un chandelier à la tête de Joe, mit son tablier de cuisine, ce qui était toujours un très mauvais signe, et commença à tout nettoyer avec une ardeur sans pareille. Non contente d'un nettoyage à sec, elle prit un seau et une brosse et fit tant de gâchis qu'elle nous força à nous réfugier dans la cour de derrière. Il était 10 heures du soir quand nous nous risquâmes à rentrer. Alors ma sœur demanda à brûle-pourpoint à Joe pourquoi il n'avait pas épousé une négresse. Joe ne répondit rien, le pauvre homme, mais il se mit à caresser ses favoris de l'air le plus piteux du monde, et il me regardait comme s'il pensait réellement qu'il eût tout aussi bien fait. Chapitre 13. J'éprouvais une vive contrariété le lendemain matin en voyant Joe revêtir ses habits du dimanche pour m'accompagner chez Miss Havisham. Cependant, je ne pouvais pas lui dire qu'il était beaucoup mieux dans ses habits de travail, puisqu'il avait cru nécessaire de faire toilette,
car je savais que c'était uniquement pour moi qu'il avait pris toute cette peine, et qu'il se gênait horriblement en portant un faux col tellement haut par derrière, qui lui relevait les cheveux sur le sommet de la tête comme un plumet. Pendant le déjeuner, ma sœur annonça son intention de nous accompagner à la ville, en disant que nous la laisserions chez l'oncle Pumblechook, et que nous irions la reprendre quand nous en aurions fini avec nos belles dames. Manière de s'exprimer qui, soit dit en passant, était d'un mauvais présage pour Joe. La forge fut donc fermée pour toute la journée, et Joe écrivit à la craie sur sa porte, ainsi qu'il avait coutume de le faire dans les rares occasions où il quittait son travail, le mot « sorti », accompagné d'une flèche tracée dans la direction qu'il avait prise. Nous partîmes pour la ville. Ma sœur ouvrait la marche avec son grand chapeau de castor. Elle portait un panier tressé en paille avec la même solennité que si c'eût été le grand sceau d'Angleterre. De plus, elle avait une paire de socques, un châle râpé et un parapluie, bien que le temps fût clair et beau. Je ne sais pas bien si tous ces objets étaient emportés par pénitence ou par ostentation, mais je crois plutôt qu'ils étaient exhibés pour faire voir qu'on les possédait. Beaucoup de dames, imitant Cléopâtre et d'autres souveraines, aiment, lorsqu'elles voyagent, à traîner après elles leurs richesses et à s'en faire un cortège d'apparat. En arrivant chez M. Pumblechook, ma sœur nous quitta et entra avec fracas. Il était alors près de midi. Joe et moi, nous nous rendîmes donc directement à la maison de Miss Havisham. Comme à l'ordinaire, Estelle vint ouvrir la porte, et dès qu'elle parut, Joe ôta son chapeau et, en le tenant par le bord, il se mit à le balancer d'une main dans l'autre, comme s'il eût eu d'importantes raisons d'en connaître exactement le poids. Estelle ne fit attention ni à l'un ni à l'autre, mais elle nous conduisit par un chemin que je connaissais très bien. Je la suivais, et Joe venait le dernier. Quand je tournai la tête pour regarder Joe, je le vis qui continuait à peser son chapeau avec le plus grand soin. Je remarquai en même temps qu'il marchait sur la pointe des pieds. Estelle nous invita à entrer. Je pris donc Joe par le pan de son habit et je l'introduisis en présence de Miss Havisham. Miss Havisham était assise devant sa table de toilette et leva aussitôt les yeux sur nous. « Oh, dit-elle à Joe, vous êtes le mari de la sœur de ce garçon. » Je n'aurais jamais imaginé mon cher et vieux Joe si changé. Il restait là, immobile, sans pouvoir parler, avec sa touffe de cheveux en l'air et la bouche toute grande ouverte, comme un oiseau extraordinaire attendant une mouche au passage. « Vous êtes le mari de la sœur de cet enfant-là » répéta Miss Havisham. « C'est-à-dire, mon petit Pip, me dit Joe, d'un ton excessivement poli et confiant, que lorsque j'ai courtisé et épousé ta sœur, j'étais, comme on dit, si tu veux bien me permettre de le dire, un garçon. » La situation devenait fort embarrassante, car Joe persistait à s'adresser à moi au lieu de répondre à Miss Havisham. « Bien, dit Miss Havisham, vous avez élevé ce garçon avec l'intention d'en faire votre apprenti, n'est-ce pas, monsieur Gargery ?»« Tu sais, mon petit Pip, répliqua Joe, que nous avons toujours été bons amis, et que nous avons projeté de partager peine et plaisir ensemble, à moins que tu n'aies quelque objection contre la profession, que tu ne craignes le noir et la suie, par exemple, ou à moins que d'autres ne t'en aient dégoûté. Vois-tu, mon petit Pip, cet enfant-là a-t-il jamais fait la moindre objection? A-t-il du goût pour cet état? Tu dois le savoir, mon petit Pip, mieux que personne, repartit Joe. C'était jusqu'à présent le plus grand désir de ton cœur. Et il répéta avec plus de force, de raisonnement, de confiance et de politesse que la première fois, « N'est-ce pas, mon petit Pip, que tu ne fais aucune objection et que c'est bien le plus grand désir de ton cœur ?» C'est en vain que je m'efforçais de lui faire comprendre que c'était à Miss Havisham qu'il devait s'adresser. Plus je lui faisais des signes et des gestes, plus il devenait expansif et poli à mon égard. « Avez-vous apporté ces papiers ?» demanda Miss Havisham. « Tu le sais, mon petit Pip, »
répliqua Joe avec une petite moue de reproche. Tu me les as vus mettre dans mon chapeau, donc tu sais bien où ils sont. Sur ce, il les retira du chapeau et les tendit, non pas à Miss Havisham, mais à moi. Je commençais à être un peu honteux de mon compagnon, quand je vis Estelle, qui était debout derrière le fauteuil de Miss Havisham, rire avec malice. Je pris les papiers des mains de Joe et les tendis à Miss Havisham. « Espériez-vous quelque dédommagement pour les services que m'a rendus cet enfant ?» dit-elle en le fixant. « Joe, dis-je, car il gardait le silence, pourquoi ne réponds-tu pas ?»« Mon petit Pip, repartit Joe en m'arrêtant court, comme si on l'avait blessé. Je trouve cette question inutile de toi à moi, et tu sais bien qu'il n'y a qu'une seule réponse à faire, et que c'est non. Tu sais aussi bien que moi que c'est non, mon petit Pip. Pourquoi alors me le fais-tu dire ? Miss Havisham regarda Joe d'un air qui signifiait qu'elle avait compris ce qu'il était réellement, et elle prit un petit sac placé sur la table à côté d'elle. Pip a mérité une récompense en venant ici, et la voici. Ce sac contient 25 guinées. Donne-le à ton maître, Pip. Comme s'il eût été tout à fait dérouté par l'étonnement que faisait naître en lui cette étrange personne et cette chambre non moins étrange, Joe, même en ce moment, persista à s'adresser à moi. « Ceci est fort généreux de ta part, mon petit Pip, dit-il, et c'est avec reconnaissance que je reçois ton cadeau, bien que je ne l'ai pas plus cherché ici qu'ailleurs. Et maintenant, mon petit Pip, continua Joe en me faisant passer du chaud au froid instantanément, car il me semblait que cette expression familière s'adressait à Miss Havisham. Et maintenant, mon petit Pip, pouvons-nous faire notre devoir ? Peut-il être fait par tous deux, ou bien par l'un ou par l'autre, ou bien par ceux qui nous ont offert ce généreux présent, pour être une satisfaction pour le cœur de ceux qui jamais... » Ici, Joe sentit qu'il s'enfonçait dans un dédale de difficultés inextricables, mais il reprit triomphalement par ces mots. « Et moi-même, bien plus encore !» Cette dernière phrase lui parut d'un si bon effet qu'il la répéta 2 fois. « Adieu, Pip, dit Miss Havisham. Reconduisez-les, Estelle. »« Dois-je revenir, Miss Havisham ?» demandai-je. « Non, Gargery est désormais ton maître. »« Gargery, un mot ?» En sortant, je l'entendis dire à Joe d'une voix distincte. « Ce petit s'est conduit ici en brave garçon, et c'est sa récompense. Il va sans dire que vous ne compterez sur rien de plus. » Je ne sais comment Joe sortit de la chambre. Je n'ai jamais bien pu m'en rendre compte. Mais je sais qu'au lieu de descendre, il monta tranquillement à l'étage supérieur, qu'il resta sourd à toutes mes observations et que je fus forcé de courir après lui pour le remettre dans le bon chemin. 1 minute après, nous étions sortis, la porte était refermée et Estelle était partie. Dès que nous fûmes en plein air, Joe s'appuya contre un mur et me dit « C'est étonnant !» Et il resta longtemps sans parler, puis il répéta à plusieurs reprises « Étonnant, très étonnant !» Je commençais à croire qu'il avait perdu la raison. À la fin, il allongea sa phrase et dit « Je t'assure, mon petit Pip, que c'est on ne peut plus étonnant. » J'ai des raisons de penser que l'intelligence de Joe s'était éclairée par ce qu'il avait vu et que, pendant notre trajet jusqu'à la maison de Pumblechook, il avait ruminé et adopté un projet subtil et profond. Mes raisons s'appuient sur ce qui se passa dans le salon de Pumblechook, où nous trouvâmes ma sœur en grande conversation avec le grainetier détesté. « Eh bien, s'écria ma sœur, que vous est-il arrivé ? Je m'étonne vraiment que vous daigniez revenir dans une aussi pauvre société que la nôtre. Oui, je m'en étonne, vraiment. » « Miss Havisham, dit Joe en me regardant, comme s'il cherchait à faire un effort de mémoire, nous a bien recommandé de présenter ses... Était-ce ses compliments ou ses respects ? Mon petit Pip. »« Ses compliments, dis-je. »« C'est ce que je croyais, répondit Joe. Ses compliments à Mrs. Gargery. »« Grand bien me fasse, observa ma sœur. »«
quoique cependant elle fût visiblement satisfaite. « Elle voudrait, continua Joe en me regardant de nouveau, et en faisant un effort de mémoire, que l'état de sa santé lui eût permis, n'est-ce pas, mon petit Pip ?»« D'avoir le plaisir, ajoutai-je. »« De recevoir des dames, ajouta Joe avec un grand soupir. »« C'est bien, dit ma sœur, en jetant un regard adouci à M. Pumblechook. Elle aurait pu envoyer ses excuses un peu plus tôt, mais il vaut mieux tard que jamais. Et qu'a-t-elle donné à ce jeune gredin-là ? Rien, dit Joe. Rien. Mrs. Joe allait éclater, mais Joe continua. Ce qu'elle donne, elle le donne à ses parents, c'est-à-dire elle le remet entre les mains de sa sœur mistress J. Gargery. Telles sont ses paroles, J. Gargery. Elle ne pouvait pas savoir, ajouta Joe avec un air de réflexion, si J veut dire Joe ou George. Ma sœur se tourna du côté de Pumblechook, qui polissait avec le creux de la main les bras de son fauteuil, et lui faisait des signes de tête, en regardant alternativement le feu et elle, comme un homme qui savait tout et avait tout prévu. « Et combien avez-vous reçu ?» demanda ma sœur en riant. « Que penserait l'honorable compagnie de 10 livres ?» demanda Joe. « On dirait, repartit vivement ma sœur, que c'est assez bien. Ce n'est pas trop, mais enfin, c'est assez. »« Eh bien, il y a plus que cela, » dit Joe. Cet épouvantable imposteur de Pumblechook s'empressa de dire, sans cesser toutefois de polir le bras de son fauteuil, « Plus que cela, ma nièce. »« Vous plaisantez ?» fit ma sœur. « Non pas, ma nièce, » dit Pumblechook. « Mais attendez un peu. Continuez, Joseph, continuez. »« Que dirait-on de 20 livres ?» continua Joe. « Mais on dirait que c'est très beau, » continua ma sœur. « Eh bien, dit Joe, c'est plus de 20 livres. » Cet hypocrite de Pumblechook continuait ses signes de tête et dit en riant, « Plus que cela, ma nièce. Très bien. Continuez, Joseph, continuez. »« Eh bien, pour en finir, dit Joe en tendant le sac à ma sœur, c'est 25 livres que Miss Havisham a donné. »« 25 livres, ma nièce, répéta cette vile canaille de Pumblechook en prenant les mains de ma sœur. Et ce n'est pas plus que vous ne méritez. Ne vous l'avais-je pas dit lorsque vous m'avez demandé mon opinion ? Et je souhaite que cet argent vous profite. » Si le misérable s'en était tenu là, son rôle eût été assez abject. Mais non, il parla de sa protection d'un ton qui surpassa toutes ses hypocrisies antérieures. « Voyez-vous, Joseph, et vous, ma nièce, dit-il en me tiraillant par le bras, je suis de ces gens qui vont jusqu'au bout et surmontent tous les obstacles quand, une fois, ils ont commencé quelque chose. Ce garçon doit être engagé comme apprenti. Voilà mon système. Engagez-le donc sans plus tarder. »« Nous savons, mon oncle Pumblechook, dit ma sœur en serrant le sac dans ses mains, que nous vous devons beaucoup. »« Ne vous occupez pas de moi, ma nièce, repartit le diabolique marchand de graines. Un plaisir est un plaisir. Mais ce garçon doit être engagé par tous les moyens possibles. Et je m'en charge. » Il y avait un tribunal à la maison de ville, tout près de là, et nous nous rendîmes auprès des juges pour m'engager, par contrat, à être l'apprenti de Joe. Mais ce qui ne me sembla pas drôle du tout, c'est que Pumblechook me poussait devant lui, comme si j'avais fouillé dans une poche ou incendié un meuble. Tout le monde croyait que j'avais commis quelque mauvaise action et que j'avais été pris en flagrant délit, car j'entendais des gens autour de moi qui disaient « Qu'a-t-il fait ?» et d'autres « Il est encore tout jeune, mais il a l'air d'un mauvais drôle, n'est-ce pas ?» Un personnage, à l'aspect bienveillant, alla même jusqu'à me donner un petit livre, orné d'une vignette sur bois, représentant un jeune mauvais sujet, portant un attirail de chêne, aussi complet que celui de l'étalage d'un marchand de saucisses et intitulé « Pour lire dans ma cellule ». C'était un endroit singulier que la grande salle où nous entrâmes. Les bancs me parurent encore plus grands que ceux de l'église. Il y avait beaucoup de spectateurs pressés sur ces bancs et des juges formidables, dont l'un avait la tête poudrée. Les uns se couchaient dans leurs fauteuils, croisaient leurs bras, prenaient une prise de tabac et s'endormaient. Les autres écrivaient ou lisaient le journal.
Il y avait aussi plusieurs sombres portraits appendus au mur et qui parurent à mes yeux, peu connaisseurs, un composé de sucre d'orge et de taffetas gommé. C'est là que, dans un coin, mon identité fut dûment reconnue et attestée, le contrat passé et que je fus engagé. Monsieur Pumblechook me soutint pendant tous ces petits préliminaires, comme si l'on m'eût conduit à l'échafaud. En sortant, et après nous être débarrassés des enfants, que l'espoir de me voir torturé publiquement avait excité au plus haut point, et qui furent très désappointés en voyant que mes amis m'entouraient, nous rentrâmes chez Pumblechook. Les 25 livres avaient mis ma sœur dans une telle joie qu'elle voulut absolument dîner au cochon bleu pour fêter cette bonne aubaine, et Pumblechook partit avec sa voiture pour ramener au plus vite les Hubbles et M. Wopsle. Je passai une bien triste journée, car il semblait admis d'un commun accord que j'étais de trop dans cette fête, et ce qu'il y a de pire, c'est qu'ils me demandaient tous, de temps en temps, quand ils n'avaient rien de mieux à faire, pourquoi je ne m'amusais pas. Et que pouvais-je répondre, si ce n'est que je m'amusais beaucoup, quand, hélas, je m'ennuyais à mourir. Quoi qu'il en soit, ils étaient tous grands, sensés, raisonnables, et pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et ils en profitaient. Le vil Pumblechook, à qui revenait l'honneur de tout cela, occupait le haut de la table, et quand il entama son speech sur mon engagement, il eut soin d'insinuer hypocritement que je serais passible d'emprisonnement si je jouais aux cartes, si je buvais des liqueurs fortes ou si je rentrais tard, ou bien encore si je fréquentais de mauvaises compagnies, ce qu'il considérait, d'après mes précédents, comme inévitable. Il me mit debout sur une chaise à côté de lui pour illustrer ses suppositions et rendre ses remarques plus palpables. Les seuls autres souvenirs qui me restent de cette grande fête de famille, c'est qu'on ne voulut pas me laisser dormir, et que toutes les fois que je fermais les yeux, on me réveillait pour me dire de m'amuser. Puis que très tard dans la soirée, M. Wopsle nous récita l'ode de Collins, et il jeta à terre son sabre taché de sang avec un tel fracas que le garçon accourut nous dire que les gens du dessous nous présentaient leurs compliments et nous faisaient dire que nous n'étions pas aux armes des bateleurs. Puis que tous les convives étaient de belle humeur et qu'en rentrant au logis, ils chantaient « Viens, belle dame ». M. Wopsle faisait la basse avec sa voix terriblement sonore, se vantait de connaître les affaires particulières de chacun et affirmait qu'il était l'homme qui, malgré ses gros yeux dont on ne voyait que le blanc et sa faiblesse, l'emportait encore sur tout le reste de la société. Enfin, je me souviens qu'en rentrant dans ma petite chambre, je me trouvais très misérable, et que j'avais la conviction profonde que je ne prendrais jamais goût au métier de Joe. Je l'avais aimé d'abord, ce métier, mais d'abord, ce n'était plus maintenant. Chapitre 14. C'est une chose bien misérable que d'avoir honte de sa famille, et sans doute cette noire ingratitude est-elle punie comme elle le mérite. Mais ce que je puis certifier, c'est que rien n'est plus misérable. La maison n'avait jamais eu de grand charme pour moi à cause du caractère de ma sœur, mais Joe l'avait sanctifiée à mes yeux, et j'avais cru qu'on pouvait y être heureux. J'avais considéré notre parloir comme un des plus élégants salons. J'avais vu, dans la porte d'entrée, le portail d'un temple, dont on attendait l'ouverture solennelle pour faire un sacrifice de volaille rôtie. La cuisine m'avait semblé un lieu fort convenable, si ce n'est magnifique, et j'avais regardé la forge comme le seul chemin brillant qui devait me conduire à la virilité et à l'indépendance. En moins d'une année, tout cela avait changé. Tout me paraissait maintenant commun et vulgaire. Et pour un empire, je n'aurais pas voulu que Miss Havisham et Estelle vissent rien qui en dépendît. Était-ce la faute du malheureux état de mon esprit? Était-ce la faute de Miss Havisham? Était-ce la faute de ma sœur? À quoi bon chercher à m'en rendre compte? Le changement s'était opéré en moi, c'en était fait. Bon ou mauvais, avec ou sans excuse, c'était un fait. Dans le temps, il m'avait semblé qu'une fois dans la forge, en qualité d'apprenti de Joe, avec mes manches de chemise retroussées, je serais distingué et heureux. J'avais alors enfin atteint ce but tant désiré, et tout ce que je sentais,
c'est que j'étais noircie par la poussière de charbon et que j'avais la mémoire chargée d'un poids tellement pesant qu'auprès de lui, l'enclume n'était qu'une plume. Il m'est arrivé plus tard dans ma vie, comme dans la plupart des existences, des moments où j'ai cru sentir un épais rideau tomber sur tout ce qui faisait l'intérêt et le charme de la mienne, pour ne me laisser que la vue de mes ennuis et de mes tracas. Mais jamais ce rideau n'est tombé si lourd ni si épais que lorsque j'entrevis mon existence toute tracée devant moi dans la nouvelle voie où j'entrais comme apprenti de Joe. Je me souviens qu'à une époque plus reculée, j'avais coutume d'aller le dimanche soir m'asseoir dans le cimetière quand la nuit était close. Là, je comparais ma propre perspective à celle des marais que j'avais sous les yeux, et je trouvais de l'analogie entre elles en pensant combien elles étaient plates et basses, toutes les deux, et combien était sombre le brouillard qui s'étendait sur le chemin qui menait à la mer. J'étais du reste aussi découragé le premier jour de mon apprentissage que je le fus par la suite. Mais je suis heureux de penser que jamais je n'ai murmuré une plainte à l'oreille de Joe pendant tout le temps que dura mon engagement. C'est même à peu près la seule chose dont je puisse m'enorgueillir et dont je sois aise de me souvenir. Car, quoi qu'on puisse m'attribuer le mérite d'avoir persévéré, ce n'est pas à moi qu'il appartient, mais bien à Joe. Ce n'est pas parce que j'étais fidèle à ma parole, mais bien parce que Joe l'était, que je ne me suis pas sauvé de chez lui pour me faire soldat ou matelot. Ce n'est pas parce que j'avais un grand amour de la vertu et du travail, mais parce que Joe avait ces deux amours que je travaillais avec une bonne volonté et un zèle très suffisant. Il est impossible de savoir jusqu'à quel point peut s'étendre dans le monde l'heureuse influence d'un cœur honnête et bienfaisant. Mais il est très facile de reconnaître combien on a été soi-même influencé par son contact, et je sais parfaitement que toute la joie que j'ai goûtée pendant mon apprentissage venait du simple contentement de Joe, et non pas de mes aspirations inquiètes et mécontentes. Qui peut dire ce que je voulais? Puis-je le dire moi-même, puisque je ne l'ai jamais bien su? Ce que je redoutais, c'était d'apercevoir, à une heure fatale, en levant les yeux, Estelle me regardait par la fenêtre de la forge au moment où j'étais le plus noir et où je paraissais le plus commun. J'étais poursuivi par la crainte qu'un jour ou l'autre, elle me découvrît, les mains et le visage noircis, en train de faire ma besogne la plus grossière, et qu'elle me mépriserait. Souvent, le soir, quand je tirais le soufflet de la forge pour Joe et que nous entonnions la chanson du vieux Clem, le souvenir de la manière dont je la chantais avec Miss Havisham me montait l'imagination, et je croyais voir dans le feu la belle figure d'Estelle, ses jolis cheveux flottant au gré du vent, et ses yeux me regardaient avec dédain. Souvent, dans de tels instants, je me détournais, et je portais mes regards sur les vitres de la croisée que la nuit détachait en noir sur la muraille. Il me semblait voir Estelle retirer vivement sa tête, et je croyais qu'elle avait fini par me découvrir, et qu'elle était là. Quand notre journée était terminée et que nous allions souper, la cuisine et le repas me semblaient prendre un air plus vulgaire encore que de coutume, et mon mauvais cœur me rendait plus honteux que jamais de la pauvreté du logis. Chapitre 15. Je devenais trop grand pour occuper plus longtemps la chambre de la grand-tante de M. Wopsle. Mon éducation sous la direction de cette absurde femme se termina, non pas cependant avant que Biddy ne m'eût fait part de tout ce qu'elle avait appris au moyen du petit catalogue des prix, voire même une chanson comique qu'elle avait achetée autrefois pour 1 sou et qui commençait ainsi. Quand à Londres nous irons, rond, 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 rond. Faut-il voir quelle figure nous ferons? Rond, rond, rond. Mais mon désir de bien faire était si grand que j'appris par cœur cette œuvre remarquable, et cela de la meilleure foi du monde. Je ne me souviens pas, du reste, d'avoir jamais mis en doute le mérite de l'œuvre, si ce n'est que je pensais, comme je le fais encore aujourd'hui, qu'il y avait dans les ronds-ronds, tant de fois répétés, un excès de poésie. Dans mon avidité de science, je priais M. Wopsle de vouloir bien laisser tomber sur moi quelques miettes intellectuelles, ce à quoi il consentit avec bonté. Cependant, comme il ne m'employait que comme une espèce de figurant qui devait lui donner la réplique, et dans le sein duquel il pouvait pleurer, et qui tour à tour devait être embrassé, malmené, empoigné, frappé, tué selon les besoins de l'action,
je déclinai bientôt ce genre d'instruction, mais pas assez tôt cependant pour que M. Wopsle, dans un accès de fureur dramatique, ne m'eût aux trois quarts assommé. Quoi qu'il en soit, j'essayais d'inculquer à Joe tout ce que j'apprenais. Cela semblera si beau de ma part que ma conscience me fait un devoir de l'expliquer. Je voulais rendre Joe moins ignorant et moins commun, pour qu'il fût plus digne de ma société et qu'il méritât moins les reproches d'Estelle. La vieille batterie des Marais était le lieu choisi pour nos études. Nos accessoires consistaient en une ardoise cassée et un petit bout de crayon. Joe y ajoutait toujours une pipe et du tabac. Je n'ai jamais vu Joe se souvenir de quoi que ce soit d'un dimanche à l'autre, ni acquérir sous ma direction la moindre connaissance quelconque. Cependant, il fumait sa pipe à la batterie d'un air plus intelligent, plus savant même, que partout ailleurs. Il était persuadé qu'il faisait d'immenses progrès, le pauvre homme. Pour moi, j'espère toujours qu'il en faisait. J'éprouvais un grand calme et un grand plaisir à voir passer les voiles sur la rivière et à les regarder s'enfoncer au-delà de la jetée. Et quand quelquefois la marée était très basse, elle me paraissait appartenir à des bateaux submergés qui continuaient leur course au fond de l'eau. Lorsque je regardais les vaisseaux au loin en mer, avec leurs voiles blanches déployées, je finissais toujours, d'une manière ou d'une autre, par penser à Miss Havisham et à Estelle. Et, lorsqu'un rayon de lumière venait au loin tomber obliquement sur un nuage, sur une voile, sur une montagne, ou former une ligne brillante sur l'eau, cela me produisait le même effet. Miss Havisham et Estelle, l'étrange maison et l'étrange vie qu'on y menait, me semblaient avoir je ne sais quel rapport direct ou indirect avec tout ce qui était pittoresque. Un dimanche, que j'avais donné congé à Joe, parce qu'il semblait avoir pris le parti d'être plus stupide encore que d'habitude, pendant qu'il savourait sa pipe avec délice et que moi, j'étais couché sur le tertre d'une des batteries, le menton appuyé sur ma main, voyant partout en perspective l'image de Miss Havisham et celle d'Estelle, aussi bien dans le ciel que dans l'eau, je résolus enfin d'émettre à leur propos une pensée qui, depuis longtemps, me trottait dans la tête. « Joe, dis-je, ne penses-tu pas que je doive une visite à Miss Havisham ?»« Et pourquoi, mon petit Pip ?» dit Joe après réflexion. « Pourquoi, Joe ? Pourquoi rend-on des visites ? Certainement, mon petit Pip, il y a des visites peut-être qui, dit Joe sans terminer sa phrase. Mais pour ce qui est de rendre visite à Miss Havisham, elle pourrait croire que tu as besoin de quelque chose ou que tu attends quelque chose d'elle. Mais ne pourrais-je lui dire que je n'ai besoin de rien, que je n'attends rien d'elle ? Tu le pourrais, mon petit Pip, dit Joe, mais elle pourrait te croire, ou croire tout le contraire. Joe sentit comme moi qu'il avait dit quelque chose de fin, et il se mit à aspirer avec ardeur la fumée de sa pipe, pour n'en pas gâter les effets par une répétition. « Tu vois, mon petit Pip, continua Joe aussitôt que ce danger fut passé, Miss Havisham t'a fait un joli présent. Eh bien, après t'avoir fait ce joli présent, elle m'a pris à part pour me dire que c'était tout. »« Oui, Joe, j'ai entendu ce qu'elle t'a dit. »« Tout, répéta Joe avec emphase. « Oui, Joe, je t'assure que j'ai entendu. » Ce qui voulait dire, sans doute, mon petit Pip, tout est terminé entre nous. Restons chacun chez nous. Vous au nord, moi au midi. Rompons tout à fait. J'avais pensé tout cela, et j'étais très désappointé de voir que Joe avait la même opinion, car cela rendait la chose plus vraisemblable. Mais Joe, oui, mon pauvre petit Pip, voilà près d'1 an que je suis ton apprenti, et je n'ai pas encore remercié Miss Havisham de ce qu'elle a fait pour moi. Je n'ai pas même été prendre de ses nouvelles, ou seulement témoigner que je me souvenais d'elle. C'est vrai, mon petit Pip, et à moins que tu ne lui offres une garniture complète de fer, ce qui, je le crains bien, ne sera pas un présent très bien choisi, vu l'absence totale de chevaux, je ne veux pas parler de souvenirs de ce genre-là. Je ne veux pas lui faire de présent. Mais Joe avait dans la tête l'idée d'un présent, et il ne voulait pas en démordre. « Voyons, dit-il, si l'on te donnait un coup de main pour forger une chaîne toute neuve pour mettre à la porte de la rue, ou bien encore une grosse ou deux de pitons à vis. »«
dont on a toujours besoin dans un ménage, ou quelques jolis articles de fantaisie, tels qu'une fourchette à rôti pour faire griller ses muffins, ou bien un grill, si elle veut manger un hareng-sort ou quelque autre chose de semblable. Mais, Joe, je ne parle pas du tout de présent, interrompis-je. Eh bien, continua Joe, en tenant bon, comme si j'eusse insisté, à ta place, mon petit Pip, je ne ferai rien de tout cela. Non, en vérité, rien de tout cela. Car qu'est-ce qu'elle ferait d'une chaîne de porte, quand elle en a une qui ne lui sert pas? Et les pitons sont sujets à s'abîmer. Quant à la fourchette à rôti, elle se fait en laiton et ne nous ferait aucun honneur. Et l'ouvrier le plus ordinaire se fait un grill, car un grill n'est qu'un grill, dit Joe en appuyant sur ces mots comme s'il eût voulu m'arracher une illusion invétérée. Tu auras beau faire, mais un grill ne sera jamais qu'un grill, je te le répète, et tu ne pourras rien y changer. Mon cher Joe, dis-je, en l'attrapant par son habit dans un mouvement de désespoir, je t'en prie, ne continue pas sur ce ton. Je n'ai jamais pensé à faire à Miss Havisham le moindre cadeau. Non, mon petit Pip, fit Joe, de l'air d'un homme qui a enfin réussi à en persuader un autre. Tout ce que je puis te dire, c'est que tu as raison, mon petit Pip. Oui, Joe, mais ce que j'ai à te dire, moi, c'est que nous n'avons pas trop d'ouvrage en ce moment, et que, si tu pouvais me donner une demi-journée de congé, demain, j'irai jusqu'à la ville pour faire une visite à Miss Havisham. Quel nom as-tu dit là? Dit gravement Joe. Havisham. Mon petit Pip, ce n'est pas ainsi qu'elle s'appelle, à moins qu'elle ne se soit fait rebaptiser. Je le sais, Joe, je le sais. C'est une erreur. Mais que penses-tu de tout cela? En réalité, Joe pensait que c'était très bien, si je le trouvais moi-même ainsi. Mais il stipula positivement que si je n'étais pas reçu avec cordialité, ou si je n'étais pas encouragé à renouveler une visite qui n'avait d'autre objet que de prouver ma gratitude pour la faveur que j'avais reçue, cet essai serait le premier et le dernier. Je promis de me conformer à ces conditions. Joe avait pris un ouvrier à la semaine qu'on appelait Orlick. Cet Orlick prétendait que son nom de baptême était Dolge, chose tout à fait impossible. Mais cet individu était d'un caractère tellement obstiné que je crois bien qu'il savait parfaitement que ce n'était pas vrai, et qu'il avait voulu imposer ce nom dans le village pour faire affront à notre intelligence. C'était un gaillard aux larges épaules, doué d'une grande force, jamais pressé et toujours lambinant. Il semblait même ne jamais venir travailler à dessein, mais comme par hasard. Et quand il se rendait aux 3 jolis bateliers pour prendre ses repas, ou quand il s'en allait le soir, il se traînait comme Caïn ou le juif errant, sans savoir le lieu où il allait, ni s'il reviendrait jamais. Il demeurait chez l'éclusier, dans les marais, et tous les jours de la semaine, il arrivait de son ermitage, les mains dans les poches, et son dîner soigneusement renfermé dans un paquet suspendu à son cou, ou ballottant sur son dos. Les dimanches, il se tenait toute la journée sur la barrière de l'écluse, et se balançait continuellement, les yeux fixés à terre. Et quand on lui parlait, il les levait, à demi fâché et à demi embarrassé, comme si c'eût été le fait le plus injurieux et le plus bizarre qui eût pu lui arriver. Cet ouvrier morose ne m'aimait pas. Quand j'étais tout petit et encore timide, il me disait que le diable habitait le coin le plus noir de la forge et qu'il connaissait bien l'esprit malin. Il disait encore qu'il fallait tous les 7 ans allumer le feu avec un jeune garçon et que je pouvais m'attendre à servir incessamment de fagot. Mon entrée chez Joe comme apprenti confirma sans doute le soupçon qu'il avait conçu qu'un jour ou l'autre je le remplacerais, de sorte qu'il m'aima encore moins. Non qu'il ait jamais rien dit ou rien fait qui témoignât la moindre hostilité. Je remarquai seulement qu'il avait toujours soin d'envoyer ses étincelles de mon côté et que toutes les fois que j'entonnais le vieux Clem, il partait une mesure trop tard. Le lendemain, Dolge Orlick était à son travail quand je rappelai à Joe le congé qu'il m'avait promis. Orlick ne dit rien sur le moment, car Joe et lui avaient justement entre eux un morceau de fer rouge qu'ils battaient pendant que je faisais aller la forge.
Mais bientôt, il s'appuya sur son marteau et dit « Bien sûr, notre maître, vous n'allez pas accorder des faveurs rien qu'à l'un de nous deux. Si vous donnez au petit Pipe un demi-jour de congé, faites-en autant pour le vieux Orlik. » Il avait environ 24 ans, mais il parlait toujours de lui comme d'un vieillard. « Et que ferez-vous d'un demi-jour de congé si je vous l'accorde » dit Joe. « Ce que j'en ferai ? Et lui, qu'est-ce qu'il en fera ? J'en ferai toujours bien autant que lui, dit Orlik. Quant à Pipe, il va en ville, dit Joe. Eh bien, le vieil Orlik ira aussi en ville, repartit le digne homme. On peut y aller deux. Il n'y a peut-être pas que lui qui puisse aller en ville. Ne vous fâchez pas, dit Joe. Je me fâcherai si c'est mon plaisir, grommela Orlik. Allons, notre maître, pas de préférence dans cette boutique. Soyez homme. Le maître refusa de continuer à discuter sur ce sujet jusqu'à ce que l'ouvrier se fût un peu calmé. Orlik s'élança alors sur la fournaise, en tira une barre de fer rouge, la dirigea sur moi comme s'il allait me la passer au travers du corps, lui fit décrire un cercle autour de ma tête et la posa sur l'enclume, où il se mit à jouer du marteau, il fallait voir, comme si c'eût été sur moi qu'il frappait, et que les étincelles qui jaillissaient de tous côtés eussent été des gouttes de mon sang. Finalement, quand il eut tant frappé qu'il se fut échauffé et que le fer se fut refroidi, il se reposa sur son marteau et dit « Eh bien, notre maître ?»« Êtes-vous raisonnable maintenant ?» demanda Joe. « Ah oui, parfaitement, » répondit brusquement le vieil Orlik. « Alors, comme en général vous travaillez aussi bien qu'un autre, dit Joe, ce sera congé pour tout le monde. » Ma sœur était restée silencieuse dans la cour, d'où elle entendait tout ce qui se disait. Par habitude, elle écoutait et espionnait sans le moindre scrupule. Elle parut inopinément à l'une des fenêtres. « Comment ? Fou que tu es, tu donnes des congés à de grands chiens de paresseux comme ça. Il faut que tu sois bien riche, par ma foi, pour gaspiller ton argent de cette façon. Je voudrais être leur maître. » « Vous seriez le maître de tout le monde si vous l'osiez, » riposta Orlik avec une grimace de mauvais présage. « Laissez-la dire, » fit Joe. « Je pourrais être le maître de tous les imbéciles et de tous les coquins, » repartit ma sœur. « Et je ne pourrais pas être le maître de tous les imbéciles sans être celui de votre patron, qui est le roi des buses et des imbéciles. Et je ne pourrais pas être le maître des coquins sans être votre maître, à vous, qui êtes le plus lâche et le plus fief et coquin de tous les coquins d'Angleterre et de France. Et puis... »« Vous êtes une vieille folle, mère Garguerie, » dit l'ouvrier de Joe, « et si cela suffit pour faire un bon juge de coquins, vous en êtes un fameux. »« Laissez-la tranquille, je vous en prie, » dit Joe. « Qu'avez-vous dit ?» s'écria ma sœur en commençant à pousser des cris. « Qu'avez-vous dit ?»« Que m'a-t-il dit, Pipe ? Comment a-t-il osé m'appeler en présence de mon mari ? Oh, oh, oh !» Chacune de ces exclamations était un cri perçant. Ici, je dois dire, pour rendre hommage à la vérité, que chez ma sœur, comme chez presque toutes les femmes violentes que j'ai connues, la passion n'était pas une excuse, puisque je ne puis nier qu'au lieu d'être emportée malgré elle par la colère, elle ne s'efforça consciencieusement et de propos délibérés de s'exciter elle-même et n'atteignit ainsi par degrés une fureur aveugle. « Comment, reprit-elle, comment m'a-t-il appelé devant ce lâche qui a juré de me défendre ? Oh, tenez-moi, tenez-moi !»« Ah, murmura l'ouvrier entre ses dents, si tu étais ma femme, je te mettrais sous la pompe et je t'arroserais convenablement. »« Je vous dis de la laisser tranquille, répéta Joe. »« Oh, s'entendre traiter ainsi !» s'écria ma sœur, arrivée à la seconde période de sa colère. « Oh, s'entendre donner de tels noms par cet Orlik dans ma propre maison, moi, une femme mariée, en présence de mon mari. Ah, ah, ah !» Ici, ma sœur, après avoir crié et frappé du pied pendant quelques minutes, commença à se frapper la poitrine et les genoux, puis elle jeta son bonnet en l'air et se tira les cheveux. C'était sa dernière étape avant d'arriver à la rage. Ma sœur était alors une véritable furie. Elle eut un succès complet. Elle se précipita sur la porte, qu'heureusement, j'avais eu le soin de fermer. Que pouvait faire Joe après avoir vu ces interruptions méconnues,
si ce n'est de s'avancer vers son ouvrier et de lui demander pourquoi il s'interposait entre lui et Mrs. Joe, et ensuite s'il était homme à venir sur le terrain. Le vieil Orlick vit bien que la situation exigeait qu'on en vînt aux mains, et il se mit aussitôt sur la défensive. Sans prendre seulement le temps d'ôter leur tablier de cuir, ils s'élancèrent l'un sur l'autre comme deux géants, mais personne, à ma connaissance du moins, n'aurait pu tenir longtemps contre Joe. Orlick roula bientôt dans la poussière de charbon, ni plus ni moins que s'il eût été le jeune homme pâle, et ne montra pas beaucoup d'empressement à sortir de cette situation piteuse. Alors Joe alla ouvrir la porte et ramassa ma sœur, qui était tombée sans connaissance près de la fenêtre. Pas avant toutefois d'avoir assisté au combat. On la transporta dans la maison, on la coucha, et on fit tout ce qu'on put pour la ranimer, mais elle ne fit que se débattre et se cramponner aux cheveux de Joe. Alors suivit ce calme singulier et ce silence étrange qui succèdent à tous les orages, et je montai m'habiller avec une vague sensation que j'avais déjà assisté à une pareille scène, que c'était dimanche et que quelqu'un était mort. Quand je descendis, je trouvai Joe et Orlick qui balayaient, sans autre trace de leur querelle qu'une fente à l'une des narines d'Orlick, ce qui était loin de l'embellir, et ce dont il aurait parfaitement pu se passer. Un pot de bière avait été apporté des trois jolis bateliers, et les deux géants se la partageaient de la manière la plus paisible du monde. Ce calme eut sur Joe une influence sédative et philosophique. Il me suivit sur la route pour me faire, en signe d'adieu, une réflexion qui pouvait m'être utile. Du bruit, mon petit Pip, et de la tranquillité, mon petit Pip. Voilà la vie. Avec quelles émotions ridicules, car nous trouvons comiques chez l'enfant les sentiments qui sont sérieux chez l'homme fait, avec quelles émotions, dis-je, me retrouvai-je sur le chemin qui conduisait chez Miss Havisham. Cela importe peu. Il en est de même du nombre de fois que je passais et repassais devant la porte avant de pouvoir prendre sur moi de sonner. Il importe également fort peu que je raconte comment j'hésitais, si je m'en retournerais sans sonner, ce que je n'aurais pas manqué de faire si j'en avais eu le temps. Miss Sarah Pocket, et non Estelle, vint m'ouvrir. « Comment ? C'est encore toi ?» dit Miss Pocket. « Que veux-tu » Quand je lui eus dit que j'étais seulement venue pour savoir comment se portait Miss Havisham, Sarah délibéra si elle me renverrait ou non à mon ouvrage. Mais ne voulant pas prendre sur elle une pareille responsabilité, elle me laissa entrer et revint bientôt me dire sèchement que je pouvais monter. Rien n'était changé, et Miss Havisham était seule. « Eh bien, dit-elle en fixant ses yeux sur moi, j'espère que tu n'as besoin de rien, car tu n'auras rien. »« Non, Miss Havisham, je voulais seulement vous apprendre que j'étais très content de mon état et que je vous suis on ne peut plus reconnaissant. »« Là, fit-elle en agitant avec rapidité ses vieux doigts, viens de temps en temps, le jour de ta naissance. »« Ah !» s'écria-t-elle tout à coup en se tournant vers moi avec sa chaise. « Tu cherches Estelle, n'est-ce pas ?» J'avais en effet cherché si j'apercevais Estelle, et je balbutiai que j'espérais qu'elle allait bien. « Elle est loin, dit Miss Havisham, bien loin. Elle apprend à devenir une dame. Elle est plus jolie que jamais, et elle est fort admirée de tous ceux qui la voient. Sens-tu que tu l'as perdue ?» Il y avait dans la manière dont elle prononça ces derniers mots tant de malin plaisir, et elle partit d'un éclat de rire si désagréable que j'en perdis le fil de mon discours. Miss Havisham m'évita la peine de le reprendre en me renvoyant. Quand Sarah, la femme à la tête en coquille de noix, eut refermé la porte sur moi, je me sentis plus mécontent que jamais de notre intérieur, de mon état et de toute chose. Ce fut tout ce qui résulta de ce voyage. Comme je flânais le long de la grande rue, regardant d'un air désolé les étalages des boutiques en me demandant ce que j'achèterais si j'étais un monsieur, qui pouvait sortir de chez le libraire, sinon M. Wopsle ? M. Wopsle avait entre les mains la tragédie de George Barnwell, pour laquelle il venait de débourser 6 pence, afin de pouvoir la lire d'un bout à l'autre sans en passer un mot en présence de Pumblechook, chez qui il allait prendre le thé. Aussitôt qu'il me vit, il parut persuadé qu'un hasard providentiel avait placé tout exprès sur son chemin un apprenti pour l'écouter, sinon pour le comprendre. Il mit la main sur moi et insista pour que je l'accompagnasse chez M. Pumblechook.
sachant que l'on ne serait pas très gai chez nous, que les soirées étaient très noires et les chemins mauvais. De plus, qu'un compagnon de route, quel qu'il fût, valait mieux que de n'avoir pas de compagnon du tout, je ne fis pas grande résistance. En conséquence, nous entrions chez M. Pumblechook au moment où les boutiques et les rues s'allumaient. N'ayant jamais assisté à aucune autre représentation de George Barnwell, je ne sais pas combien de temps cela dure ordinairement, mais je sais bien que ce soir-là, nous n'en fûmes pas quittes avant 9h30. Et que quand M. Wopsle entra à Newgate, je pensais qu'il n'en sortirait jamais pour aller à la Potence, et qu'il était devenu beaucoup plus lent que dans un autre moment de sa déplorable carrière. Je pensais aussi qu'il se plaignait un peu trop, après tout, d'être coupé dans sa fleur, comme s'il n'avait pas perdu toutes ses feuilles les unes après les autres en s'agitant depuis le commencement de sa vie. Ce qui me frappait surtout, c'étaient les rapports qui existaient dans toute cette affaire avec mon innocente personne. Quand Barnwell commença à mal tourner, je déclare que je me sentis positivement identifié avec lui. Pumblechook s'en aperçut, et il me foudroya de son regard indigné, et Wopsle aussi prit la peine de me présenter son héros sous le plus mauvais jour. Tour à tour féroce et insensé, on me fait assassiner mon oncle sans aucune circonstance atténuante. Millwood avait toujours été rempli de bonté pour moi, et c'était pure monomanie chez la fille de mon maître d'avoir l'œil à ce qu'il ne me manquât pas un bouton. Tout ce que je puis dire pour expliquer ma conduite dans cette fatale journée, c'est qu'elle était le résultat inévitable de ma faiblesse de caractère. Même après qu'on m'eut pendu et que Wopsle eut fermé le livre, Pumblechook continua à me fixer en secouant la tête et disant « Profite de l'exemple, mon garçon. Profite de l'exemple. » Comme si c'eût été un fait bien avéré que je n'attendais, au fond de mon cœur, que l'occasion de trouver un de mes parents qui voulût bien avoir la faiblesse d'être mon bienfaiteur pour préméditer de l'assassiner. Il faisait nuit noire quand je me mis en route avec M. Wopsle. Une fois hors de la ville, nous nous trouvâmes enveloppés dans un brouillard épais et, je le sentis en même temps, d'une humidité pénétrante. La lampe de la barrière de péage nous parut une grosse tache. Elle ne semblait pas être à sa place habituelle, et ses rayons avaient l'air d'une substance solide dans la brume. Nous en faisions la remarque, en nous étonnant que ce brouillard se fût élevé avec le changement de vent qui s'était opéré, quand nous nous trouvâmes en face d'un homme qui se dandinait du côté opposé à la maison du gardien de la barrière. « Tiens !» nous écriâmes-nous en nous arrêtant. « Orlick, ici ?» « Ah !» répondit-il en se balançant toujours. « Je m'étais arrêté un instant dans l'espoir qu'il passerait de la compagnie. »« Vous êtes en retard ?» dis-je. Orlick répondit naturellement. « Et vous, vous n'êtes pas en avance ?» « Nous avons, » dit M. Wopsle, exalté par sa récente représentation, « nous avons passé une soirée littéraire très agréable, monsieur Orlick. » Orlick grogna comme un homme qui n'a rien à dire à cela, et nous continuâmes la route tous ensemble. Je lui demandai s'il avait passé tout son congé en ville. « Oui, » répondit-il, tout entier. « Je suis arrivé un peu après vous. Je ne vous ai pas vu, mais vous ne deviez pas être loin. Tiens, voilà qu'on tire encore le canon. »« Au ponton ?» dis-je. « Il y a des oiseaux qui ont quitté leur cage. Les canons tirent depuis la brune. Vous allez les entendre tout à l'heure. » En effet, nous n'avions fait que quelques pas quand le « boum » bien connu se fit entendre, affaibli par le brouillard, et il roula pesamment le long des bas-côtés de la rivière, comme s'il eût poursuivi et atteint les fugitifs. « Une fameuse nuit pour se donner de l'air, » dit Orlick. « Il faudrait être bien malin pour attraper ces oiseaux-là cette nuit. » Cette réflexion me donnait à penser. Je le fis en silence. M. Wopsle, comme l'oncle infortuné de la tragédie, se mit à penser tout haut dans son jardin de Camberwell. Orlick, les deux mains dans ses poches, se dandinait lourdement à mes côtés. Il faisait très sombre, très mouillé et très crotté, de sorte que nous nous éclaboussions en marchant. De temps en temps, le bruit du canon nous arrivait et retentissait sourdement le long de la rivière. Je restais plongé dans mes pensées. Orlick murmurait de temps en temps. « Battez, battez, vieux Clem !»
Je pensais qu'il avait bu, mais il n'était pas ivre. Nous atteignîmes ainsi le village. Le chemin que nous suivions nous faisait passer devant les 3 jolis bateliers. L'auberge, à notre grande surprise, il était 11 heures, était en grande agitation et la porte toute grande ouverte. M. Wopsle entra pour demander ce qu'il y avait, soupçonnant qu'un forçat avait été arrêté. Mais il en revint tout effaré en courant. « Il y a quelque chose qui va mal, » dit-il sans s'arrêter. « Courons chez vous, Pipe. Vite, courons !» « Qu'y a-t-il » demandai-je en courant avec lui, tandis qu'Orlick suivait à côté de moi. « Je n'ai pas bien compris. Il paraît qu'on est entré de force dans la maison pendant que Joe était sorti. On suppose que ce sont des forçats. Ils ont attaqué et blessé quelqu'un. » Nous courions trop vite pour demander une plus longue explication, et nous nous arrêtâmes que dans notre cuisine. Elle était encombrée de monde. Tout le village était là et dans la cour. Il y avait un médecin, Joe et un groupe de femmes rassemblés au milieu de la cuisine. Ceux qui étaient inoccupés me firent place en m'apercevant, et je vis ma sœur étendue sans connaissance et sans mouvement sur le plancher, où elle avait été renversée par un coup furieux asséné sur le derrière de la tête, pendant qu'elle était tournée du côté du feu. Décidément, il était écrit qu'elle ne se mettrait plus jamais en colère tant qu'elle serait la femme de Joe.